Sans détour, avec le CIDEV, service public des énergies vendéennes, agit en faveur de l'électromobilité. C'est en plein cœur d'un petit village tout à fait charmant, Saint-Michel-le-Cloud, que je vous accueille aujourd'hui dans Sans détour avec Jean-Michel Renaudot. Il est le patron emblématique de l'entreprise CEPRO Robotique, qui fabrique, vous savez, ces bras motorisés qu'on utilise notamment dans l'industrie automobile. CEPRO est une entreprise en plein développement, ils sont premiers aux USA. Bref, c'est une réussite à la vendéenne qu'on va découvrir, alors que seulement en 2009, des plans sociaux étaient encore à l'œuvre chez CEPRO. Tout ça donc c'est l'œuvre de Jean-Michel Renaudot, et puisqu'on est dans l'industrie et dans l'industriel, nous allons aller ensemble au centre minier de Fémoro, puisque finalement la mine, le charbon, l'énergie, c'est de là que tout est parti. Puis à propos d'énergie, on est dans une voiture électrique aujourd'hui. Tout cela ne fait qu'un grand tout dans lequel nous allons passer un très très bon moment. Regardez-moi comme c'est joli. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Hervé. En quelle langue faisons-nous cette émission? En français, s'il te plaît. C'est vrai? Oui, absolument. On peut le faire en allemand? On peut le faire en allemand, On jawohl. pourrait le faire en anglais aussi, parce que je sais que vous êtes un passionné des langues. Le patron de CEPRO, une entreprise que vous avez, dans laquelle vous êtes entré en 90 et dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui. Déjà ça, c'est pas fréquent aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est pas fréquent, mais c'est un vrai choix. Moi, je suis plutôt un laboureur, hein. J'ai fait mon sillon profond, et puis ça correspond à un investissement. J'aime bien aller au bout des choses. Donc l'histoire de CEPRO, moi dans ma tête, c'est d'en faire un champion du monde. Je vais aller jusqu'au bout. En fait, on est leader aux États-Unis, Oui. donc ça, on en est particulièrement fiers. J'imagine. Historiquement, donc on est le leader en France incontesté. On a 90% de part de marché. D'accord, Et puis on est le leader européen. d'accord. Et puis par contre, il faut qu'on progresse en Asie, donc on est déjà en Chine. On a deux beaux accords avec Sumitomo et Yaskawa donc au Japon, hein, donc deux très belles sociétés. Et puis on est également un petit peu en Asie du Sud-Est, hein. J'ai déjà des collaborateurs en Malaisie. D'accord. Vous voyez, cette société qui est en plein développement, alors qu'en 2009, mais on va avoir l'occasion d'en reparler dans la voiture, il y avait un plan social qui était mis en place. Bah oui, 2009, c'est une autre période, hein, de l'entreprise. Ça fait néanmoins partie de notre ADN. Donc, plan social, effectivement, moins 50% de chiffre d'affaires. J'ai même connu en fait des prises de commandes à moins 80%, hein, donc il faut quand même le vivre, hein. Quand on fait une centaine de robots et vous vous retrouvez à en faire une dizaine, une vingtaine par mois, c'est quand même assez abracadabrant, hein. Vous ne savez pas bien ce qui vous arrive. Et puis surtout, on a licencié. Plan social, c'est un terme avec, j'irai l'article au singulier, mais c'est 130 personnes, hein, donc ça a été très pluriel. 130 personnes licenciées, on a fermé l'Italie, on a fermé la Chine, on a fermé le Mexique, j'ai rapatrié des expatriés, voilà, donc quelque chose de quand même très compliqué, compliqué à gérer et d'assez lourd. Oui. Oui, absolument. Allez, en voiture et dans la bonne humeur, qu'on va retrouver après avoir abordé des sujets déjà difficiles. Je vous ai tutoyé. Non mais on va se tutoyer, ça va être Ce plus sera simple. plus simple. Oui, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Donc Jean-Michel, donc la Livre dans laquelle nous sommes, la voiture, c'est une voiture qui n'a pas été conçue par CEPRO. Alors conçu non, mais vous voyez là il y a une planche de bord, il y a des pièces intérieures véhicules en plastique, hein, on est entouré de plastique et en fait le métier de CEPRO, c'est de décharger des pièces plastiques dans des presses. Donc il se trouve que CEPRO est un des principaux fournisseurs de Nissan, mais également de Renault, mais également de Toyota, de BMW, voilà, donc j'aurais tendance à dire que pour notre public, quasiment toutes les voitures qui sont construites aujourd'hui bénéficient de services CEPRO, voilà, dans l'ensemble du monde. Bon, il y a juste un pays où aujourd'hui on est absent, c'est le Japon. D'accord. Ce qui ne saurait tarder? On s'en C'est occupe. l'envie. C'est pour ça qu'on a des collaborations avec Sumitomo et Yaskawa. D'accord, dont on a parlé. Jean-Michel, en 90, quand tu es rentré dans l'entreprise,
Quel était ton poste? Alors je suis rentré comme adjoint à la direction commerciale. D'accord. Et en fait, Paul Rada m'avait contacté via le DRH de l'époque. Et le but, c'était que je construise la force de vente de CEPRO. Quand on arrive en 90 et qu'on est au service commercial, et aujourd'hui nous sommes en 2016, on est directeur général. On a vu évoluer les collaborateurs, on a forcément évolué plus vite qu'eux. En termes de management, comment ça se passe? Alors moi je suis très à l'aise avec ça, c'est-à-dire que oui, on peut avoir été à la fois collègue à un moment donné et être aujourd'hui le manager et le directeur général. Moi je fais les choses très très simplement. D'abord j'ai un travail, j'ai une mission à assumer, donc je fais le job, hein, comme on dit aux US. Oui. Et puis ça ne m'empêche pas, à titre personnel, d'avoir les mêmes relations avec les gens. À la fois souple et solide, pour reprendre un slogan. Oui, souple et solide, mais ça ressemble bien à une position de judoka. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on va y venir, oh là là, comme vous allez vite. Mais c'est bien, allez, puisque j'ai la transition, je te la laisse, ça c'était ta jeunesse, le judo. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi qui étais passionné de judo, sur la vie et sur les hommes? Alors ça m'a appris d'abord le travail, hein. C'est-à-dire que le judo c'est un sport très exigeant, c'est un sport à la fois physique, donc il faut forcément être appliqué physiquement. Il faut être solide, mais c'est également un sport très technique et finalement très intellectuel, oui, très mental. Donc ça m'a appris que, notamment dans la vie, et notamment j'ai connu la maladie, il faut à la fois compter sur sa force mentale, sa force physique, et que pour, d'une façon générale, être bien équilibré, il faut veiller aux deux, c'est-à-dire au développement de son équilibre personnel, mais aussi de son équilibre physique. Donc je suis très attentif à la notion de santé. Aujourd'hui aussi dans ton travail, comment par exemple gères-tu le stress? Quand on gère une société qui a plus de 450 salariés, on a une vraie responsabilité quand on a des envies de développement au Japon. Comment on gère le stress et l'angoisse de ne pas réussir? Déjà avec une attitude adaptée, c'est-à-dire moi, je ne me préoccupe pas des détails, je me préoccupe de la vision et du sens d'une façon générale. Donc j'essaye en permanence de donner la bonne direction. Sur ma carte de visite, c'est marqué direction générale. Donc moi, je suis là pour donner la bonne direction. Oui. Et ça, c'est très important parce que ça consomme beaucoup moins d'énergie. C'est vrai aussi dans votre voiture. Si vous savez exactement où aller, c'est quand même plus simple que d'errer dans les champs. On est bien d'accord, hein? Voilà, d'ailleurs, avec cette voiture dans les champs, on serait peut-être pas à l'aise. C'est ça. Pour être tout à fait honnête. Et puis ensuite, sur le plan de la gestion du stress, moi je suis comme tout le monde, je me connais par contre très très bien. Et je sais qu'il faut que je fasse du sport très régulièrement. Donc je vais à la salle faire du sport 3-4 fois par semaine. Ah oui. Je cours avec mes voisins une fois, deux fois, par mois. Ouais. Voilà, donc je fais du sport régulièrement. C'est pas uniquement pour l'aspect physique, c'est aussi pour changer de milieu. Mais comment fais-tu pour trouver le temps d'aller faire du sport 3 ou 4 fois par semaine? Comment s'organise une journée? Puisque j'imagine que ce temps est un essentiel. Le temps pour moi est une donnée assez maîtrisée, hein. C'est-à-dire je sais que je peux bien travailler un certain nombre d'heures. Je ne vais pas au-delà de ce nombre d'heures, ça ne sert à rien. Donc je suis comme la voiture électrique que tu as, je connais ma batterie et je la gère. À partir de là, je sais aussi que j'ai besoin d'un temps personnel, que ma famille a aussi besoin de moi, donc j'organise ça au mieux. D'accord. Et depuis combien de temps cette ascèse? Depuis toujours ou particulièrement depuis le temps de la maladie, puisque tu nous as dit que tu avais été malade? Voilà, surtout depuis le temps de la maladie, parce qu'avant j'avais en fait une énergie colossale et donc je pensais qu'elle était sans limite. Donc je tirais, je tirais. Et pendant tout un temps, l'énergie était à tout moment disponible. Et puis à un moment donné, entre le travail, le stress du plan social, la maladie, le corps lâche. Et à ce moment-là, il faut gérer tout à fait différemment. Mais par contre, il faut en tirer des enseignements. Si on devait faire une petite synthèse de tout ce qu'on est en train de se dire, quelle est ta philosophie de vie aujourd'hui? Si on devait remonter un peu et se faire un petit regard. Je pense que quand on regarde, parce que c'est à 50 ans, on commence à regarder quand même un petit peu derrière, plutôt que uniquement devant. Ou en tout cas, on se dit qu'on est dans une forme de milieu de vie et on se dit que ça vaut la peine aussi de tirer des enseignements. Très honnêtement, mon moteur, c'est la liberté. C'est-à-dire ?
Je veux rester libre D'aller chercher en fait les limites, donc soit en faisant du judo passionnément, soit en étant linguiste passionnément aussi, soit en m'investissant profondément au sein de ces pro-groupes avec énormément de plaisir. Alors, oui, mais en plus de passion, là. Le plaisir, on s'investit passionnément dans une entreprise? Oui, pour moi, c'est de ce registre-là. Mais quand j'étais chez Xerox, c'est pareil, hein, j'ai été un commercial plutôt ultra investi. Hein. Je fais les choses à fond. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné une autre interview et j'ai dit immédiatement, voilà, je suis un peu too much. Ouais. Je suis un peu too much. C'est ce que vos proches disent aussi. Hein. Oui, je pense, pour les avoir lus, oui. Très facile. Pour les avoir lus, oui. Je vais te poser la même question que celle que j'ai posée à Jean-Paul Dubreuil. On dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Alors, je dirais que autant moi je suis effectivement too much, autant mon épouse est très sereine et très posée. Ouais. C'est le calme absolu. Important. Laurence, c'est le calme absolu. Le retour à la maison, du coup, se fait dans des conditions qui sont des conditions optimales de ressourcement. Oui, on peut dire ça. Et puis finalement, je fais un réglage de vitesse. Hein. C'est bien. Je me réadapte, c'est-à-dire, mais je le fais aussi dans l'entreprise. C'est très très bien. Est-ce que tu trouves que dans l'entreprise, tu es facile à vivre? Alors, moi, je fais, notamment depuis l'époque du plan social, mais aussi de la maladie, je fais très attention à être exigeant, parce que c'est ma mission pour faire avancer la société et aussi challenger les gens pour qu'ils aillent un petit peu plus loin tous les jours que leur mode de fonctionnement habituel. Par contre, je fais très attention à ne pas aller, je dirais, au-delà de ce qui est efficace. Donc, un stress positif, oui, mais un stress qui serait inhibant, non. Jean-Michel, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi, c'est du Delru, c'est La Nuit américaine. Et puis je vais te dire où on va. Pourquoi La Nuit américaine? Alors La Nuit américaine, tout simplement d'abord parce que j'aime cette musique. Je l'écoutais souvent quand j'étais en convalescence, tout simplement parce que je trouve que cette musique, c'est une musique qui raconte une histoire, une forme d'alchimie. D'accord. Et nous allons au centre minier de Fémoro. Ok, intéressant. Est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas, mais je suppose que ça a dû être lié à la Cogema. Ah, peut-être. Je pense. En tout cas, moi je trouvais intéressant qu'un homme d'industrie comme toi roule à la fois dans une voiture électrique et se rende dans un haut lieu où on traitait le charbon. Charbon. Alors je fais une erreur parce que Cogema, ça aurait voulu dire uranium. Donc on doit être sur autre chose. Voilà. Allez, donc une énergie fossile. On écoute la nuit américaine. Si ça veut bien, ça va venir. Jean-Michel, c'est une vraie découverte pour toi, descendre à la mine. Oui, c'est une première fois. C'est bien de m'avoir organisé ça, c'est quand même assez rigolo. Je trouve ça très intéressant, d'abord en tant que tel, parce que c'est un pan du patrimoine de la Vendée qui est assez méconnu finalement. Totalement inconnu pour moi en tout cas. Et puis ensuite, c'est aussi une évolution des conditions de vie des salariés. On ira tout à l'heure se promener dans leur maison, qui vous... chez Sepro qui pourrait étonner les salariés de chez Sepro quand même. Mais là, on est au Moyen-Âge de l'industrie. Hein. On est vraiment au fond de la mine, dans des conditions qui laissent supposer que les gens vivaient ici, travaillaient ici, étaient élevés ici. Voilà, donc c'est un tout autre mode de fonctionnement que le nôtre. Nous, on est sur une entreprise ouverte à l'international et on est plutôt sur une entreprise que moi je souhaite neuronale, c'est-à-dire où les gens se réalisent avant tout par ce qu'ils ont en tête. Tu as des lignes de production, on travaille l'ergonomie aussi. Alors on n'a pas de ligne à proprement parler, on a plutôt en fait une succession d'îlots, donc de postes de travail. L'idée c'est tout simple, c'est que ce soit en production ou ailleurs, c'est que les personnes soient responsables. Oui. C'est novateur ça? Ou aujourd'hui Non, je dirais que c'est un concept quand même
assez admis. On est sur le toyotisme en fait. Ouais. Et en fait, le fordisme, c'est très intéressant Oui. de voir que l'automobile donne une empreinte très forte en Oui. matière d'organisation industrielle. Le fordisme, c'était effectivement la chaîne avec des tâches isolées. Le toyotisme, on est au contraire sur le fait de réaliser une mission, et ce qui veut dire qu'on a le droit, le devoir d'améliorer les choses, on a le droit de critiquer l'organisation de façon positive, bien sûr, pour faire évoluer les choses. Donc on n'est pas dans le rapport où finalement l'ouvrier est soumis à la chaîne, mais au contraire influe sur son travail. Comment on donne une vision au salarié Comment on donne une quand vision on est au salarié quand on est le directeur général? Eh bien, moi j'aurais tendance à dire qu'on a réussi finalement à sortir de la crise de 2009 parce qu'on a eu une vision, parce qu'on avait un projet d'entreprise. Oui. C'est-à-dire, avant la crise, on avait déjà le projet d'être un des leaders mondiaux, et pendant la crise, on l'a répété, et depuis la crise, on ne fait que l'amplifier. Donc ça a vraiment été la colonne vertébrale du corps social, le fait d'avoir vraiment la vision. Et quand on donne une vision, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord, il faut être très clair sur celle-ci, c'est-à-dire qu'on dit très clairement qu'on veut être champion du monde, qu'on veut une globalisation technologique, une globalisation géographique. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, Oui, bien sûr. mais on est vraiment là-dedans, et il faut le répéter très régulièrement. On va continuer à se promener, on va sortir, c'est étouffant ici, au fond de la mine, on est à 500 mètres de profondeur. Jean-Michel, voilà, on parlait de la notion de liberté avec ces maisons stéréotypées et cette intégration totale dans l'entreprise. Oui, ça fait Ça, un peu froid dans le dos. ça fait froid dans le dos rétrospectivement quand on y pense. Oui, absolument. Là vivaient des familles. Et toi, la famille, elle était nombreuse. Oui, c'est effectivement le cas. Donc, 6 frères et sœurs. Oui. Et tu parlais tout à l'heure de mon épouse, c'est la même chose, 5 frères également. Donc, Alors forcément, ça forge le caractère. Est-ce que c'est ça qui t'a donné aussi le goût de la compétition ? Est-ce qu'on essaye de se démarquer des autres ou est-ce qu'on essaie d'intégrer tout le monde? Je sais pas comment. Est-ce on que peut j'ai le droit de dire que je juger n'ai pas la réponse à toutes les questions? Oui, tu as le droit. Non, en fait, je je pense que le sens de la compétition, c'est quelque chose effectivement de très personnel. Là-dessus, je te donne tout à fait raison. Après, non, je n'ai pas le sens de la compétition par rapport à ma famille, c'est pas le sujet. Je pense que moi, le sens de la compétition, c'est déjà une compétition avec moi-même. C'est-à-dire, c'est du dépassement de soi. Est-ce que tu aurais pu continuer longtemps chez Sepro si la société ne s'était pas développée à l'international? Je suis rentré dans la société avec comme mission de toute façon de faire l'international. Et en fait, un point commun que j'ai avec la société, c'est que dans les gènes de l'entreprise, il faut par définition qu'elle soit internationale. En fait, Sepro est sur une niche, et si Sepro n'est pas international, il n'existe pas. Et j'aurais tendance à dire, me concernant, que c'est assez évident. Je suis vendéen, je suis toujours resté à La Roche-sur-Yon, on le disait tout à l'heure, mais au niveau de mes gènes, c'est évident, j'ai le goût du voyage. C'est le syndrome Tintin, on a dit ça en préparant l'émission. Tintin, il parcourt le monde, mais retour à Moulinsart à la fin. C'est exactement ça. Et c'est assez rigolo parce que les premières lectures que j'ai faites, c'était Tintin au Congo, Tintin en Amérique, etc. Et quelque part, quand tu me dis ça, oui, ça me parle assez. Ouais. Ça me parle assez. Il me reste l'objectif Lune, par contre. Alors ça, c'est encore autre chose. Alors, tu crois pas si bien dire, puisque tu es un homme de vision, est-ce que tu es un homme de rêve? Ah oui, je pense qu'en fait, la vision, elle vient en fait de façon non rationnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a énormément d'éléments qui sont concaténés, qui viennent du marché, qui viennent de la technologie, etc. Et puis, il y a un moment d'inspiration. On écoutait tout à l'heure La Nuit américaine, c'est une musique inspirante. Je pense que la vision, c'est un moment d'inspiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on y voit clair. Aujourd'hui, c'est évident, Sepro. Mais la Sepro d'aujourd'hui, la voir en 1990 ou la voir en 1995, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient simplement dit que c'est pas possible. Et ça, c'est intéressant de dire que c'est pas possible. Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup de nous avoir partagé une toute petite part de ton ordinaire et puis de ton projet. Puis je te ramène du côté de Saint-Michel. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Salut.
C'était Sans détour avec le CIDEV. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.